Mes parents ont annoncé publiquement que j'allais reprendre leur prêt immobilier pour financer le mariage somptueux de mon frère, en supposant que j'allais simplement obéir. Ils ne savaient pas que je détenais toujours l'acte de propriété original. Je l'ai déposé le lendemain matin, mettant fin à leur propriété et à leur vie gratuite pour toujours. J'étais déjà à bout de force lorsque je me suis garé dans l'allée de la maison que j'avais légalement achetée il y a 4 ans, la maison que mes parents, Arthur et Brenda, appelaient la leur. J'avais passé les dernières 72 heures dans un processus de clôture à forts enjeux au cabinet d'avocat où je travaillais. En tant qu'assistante juridique principale spécialisée dans les titres de propriété et les fiducies complexes, la fin du trimestre signifiait des nuits sans sommeil, des examens de documents interminables, et un régime composé entièrement de café tiède et d'ibuprofène. Ma tête battait avec une migraine qui ressemblait à un clou de chemin de fer enfoncé lentement dans ma tempe gauche. Mes yeux étaient granuleux, mon corps me faisait mal, et tout ce que je voulais faire, c'était déposer la salade de pommes de terre que j'avais promise pour le barbecue familial, dire bonjour, puis rentrer chez moi pour dormir pendant 14 heures. Mais je ne pouvais pas. C'était le coup d'envoi des fiançailles de mon jeune frère Kyle et de sa fiancée Sophie. La présence était obligatoire. Dans ma famille, obligatoire signifiait que si je ne me présentais pas, ma mère m'appellerait toutes les heures à l'heure pile, pleurant sur le fait que je ne me souciais pas de l'héritage familial. Je me suis garé avec ma modeste berline entre le véhicule utilitaire sport de location de luxe de Kyle et le tout nouveau camion de mon père. Le contraste me retournait toujours un peu l'estomac. Je gagnais bien ma vie, très bien ma vie, mais j'économisais. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, agissant généralement en supposant que les choses allaient s'arranger. Je suis entré dans le jardin arrière, le lourd bol en verre de salade de pommes de terre s'enfonçant dans ma hanche. Le soleil était éblouissant, intensifiant ma migraine. Environ 20 personnes étaient là, un mélange de parents, de voisins, et des amies bruyantes et pétillantes de Sophie. La voilà, la fille qui travaille, a tonné mon père, Arthur, depuis le barbecue. Il portait un tablier qui disait le patron. Une ironie qui ne m'a pas échappé si l'on considère qu'il payait réellement les impôts fonciers sur le terrain où il se tenait. « Salut, papa » ai-je dit, la voix éraillée. « Heureuse d'être ici, juste un peu fatiguée. »« Tu es toujours fatiguée, ami » a soupiré ma mère, Brenda, apparaissant à mon coude avec un verre de vin bon marché. Elle m'a regardé de haut en bas, fronçant les sourcils devant mon pantalon confortable et mon chemisier. « Sophie porte une robe. Tu aurais pu faire un petit effort pour ton frère. »« Je viens directement du bureau, maman. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. »« Eh bien, prends un hamburger et réveille-toi, a-t-elle lancé sèchement, me tapotant le bras avec une force passive-agressive. Nous avons une annonce à faire plus tard. De grandes nouvelles. Je me suis éloigné vers le bord du patio, essayant de trouver un coin d'ombre. J'ai regardé Kyle tenir sa cour près de la glacière. Il avait 28 ans, était beau d'une manière conventionnelle et douce, et complètement inutile lorsqu'il s'agissait de responsabilités d'adulte. Il avait rebondi entre 3 idées de jeunes entreprises au cours des 2 dernières années, toutes financées par la banque de maman et papa. Et puis il y avait Sophie. Elle se tenait à côté de lui, étincelante. Tout en elle était brillant. Ses cheveux, ses bijoux, ses dents. Elle riait à quelque chose que Kyle disait, sa main posée de manière possessive sur sa poitrine. Elle m'a repéré et a offert un petit signe de la main avec ses doigts, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. 1 heure plus tard, le tintement d'une fourchette contre un verre a percé mes tympans. « Tout le monde, rassemblez-vous » a crié Arthur. Il avait son bras autour de Brenda et il rayonnait. Kyle et Sophie se tenaient à côté d'eux, ressemblant au couple royal de la banlieue. Je me suis appuyé contre le revêtement de la maison, fermant les yeux 1 seconde. « Traverse juste le toast » me suis-je dit. « Ensuite, tu pourras partir. » Comme vous le savez, a commencé Arthur, gonflant le torse. Kyle et Sophie vont se marier au printemps prochain. Cela va être l'événement de la saison. Des acclamations ont éclaté. Sophie a fait une petite révérence. Mais Arthur a continué, sa voix tombant sur un ton sérieux et solennel. Les mariages coûtent cher, et ces 2-là ont besoin d'un bon départ. Une maison bien à eux, un pécule. Mon estomac s'est serré. Je connaissais ce ton. C'était le ton qu'il utilisait avant de demander à emprunter quelques milliers. Donc, Brenda et moi nous sommes assis et avons fait les calculs, a dit Arthur. Il m'a regardé directement. Puis,
Le sourire sur son visage ne ressemblait plus à un sourire. Cela ressemblait à un défi. Nous avons réalisé que nous dépensons beaucoup trop pour nos frais généraux ici. Nous voulons donner à Kyle et Sophie l'apport personnel qu'ils méritent. Ainsi, nous avons décidé de restructurer les finances familiales. Il a pris une inspiration. Le jardin arrière est devenu silencieux. À partir du mois prochain, nous nous retirons des paiements du prêt immobilier de cette maison, a annoncé Arthur d'une voix forte. Puisqu'Amy réussit si bien dans son grand cabinet d'avocat en ville et puisqu'elle est celle qui finira par hériter de cet endroit de toute façon, nous avons décidé qu'il était temps qu'elle prenne en charge la totalité du prêt immobilier. Cela libère nos revenus pour financer entièrement le mariage de Kyle et Sophie et leur nouvelle maison. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas une demande. C'était un décret publiquement devant des voisins, de la famille et des étrangers. Je me suis figé, l'assiette de nourriture dans ma main, tremblant légèrement. Je les ai fixés. Ils ne me regardaient pas avec gratitude. Ils me regardaient avec attente. Puis Sophie a applaudi. C'était un son sec et fort. Oh, cela est merveilleux, a couiné Sophie, sa voix coupant l'air humide. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son expression se tordant en un sourire de triomphe. Il était temps qu'elle contribue. Je veux dire, honnêtement, Amy, tu as accumulé ton argent pendant que Kyle essayait de construire une vie. Ce n'est que justice. La foule a murmuré son accord. C'est bien pour toi, Arthur, a dit quelqu'un. La famille est de la famille. J'ai senti le sang quitter mon visage, me laissant froide malgré la chaleur. Ma migraine s'est enflammée en une étoile blanche aveuglante de douleur. Il ne me demandait pas. Il m'attribuait une dette de 2000 € par mois sur une maison dans laquelle je ne vivais pas afin de pouvoir organiser une fête pour le frère qui n'avait jamais travaillé durement un seul jour de sa vie. J'ai regardé Kyle. Il a juste haussé les épaules, souriant comme pour dire « Merci, Frangine ». J'ai regardé mes parents. Ils rayonnaient, attendant que j'accepte publiquement de jouer la bonne fille. De baisser la tête et de dire « Bien sûr ». Mais la trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une excision chirurgicale de ma valeur, me retirant de la famille, sauf en tant qu'hôte financier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai même pas pleuré. Le choc était si absolu qu'il a agi comme une anesthésie momentanée. Je me tenais là, l'assiette en plastique à la main, me sentant incroyablement lourde alors que les applaudissements s'éteignaient et que les bavardages reprenaient. Les gens tapaient dans le dos d'Arthur, le félicitant pour sa générosité, ignorant complètement le fait que sa générosité était entièrement financée par mon portefeuille. Sophie s'est approchée de moi, ses talons cliquant sur les pavés du patio. Elle tenait un verre de champagne, les bulles pétillant près du bord. Alors, a-t-elle dit, sa voix descendant en un murmure de conspiration qui n'était pas vraiment un murmure. Nous pensons à un mariage à l'étranger. En Italie, peut-être. Puisque tu t'occupes des choses ennuyeuses de la maison pour tes parents maintenant, ils peuvent vraiment nous aider avec les dépôts. C'est un tel soulagement, Amy. Vraiment. Je l'ai regardée. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Elle ne voyait pas une belle sœur. Elle voyait une ligne de crédit. L'Italie, ai-je répété, la voix plate. Oui, ou peut-être le sud de la France. Nous verrons. Elle a pris une gorgée de sa boisson, laissant une tache de rouge à lèvres sur le bord. Oh, et ne t'inquiète pas pour les documents de transfert du prêt immobilier. Kyle a dit que tu fais ces choses pour gagner ta vie, donc je suis sûr que tu peux préparer cela rapidement pour que ton père le signe. Assure-toi juste que ce soit fait d'ici le 1er du mois, d'accord ? Nous avons besoin que leur flux de trésorerie soit libéré immédiatement. Elle a tapoté ma joue. Elle l'a réellement tapoté comme si j'étais un chien qui avait enfin appris un tour. Je dois y aller, ai-je dit. Aussitôt, Sophie a froncé les sourcils. Nous n'avons même pas coupé le gâteau. Je ne me sens pas bien. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Je n'ai pas salué Kyle, qui était occupé à montrer sa montre à un cousin. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes jambes semblant bouger dans une eau profonde. Alors que je m'asseyais sur le siège du conducteur, le silence de la voiture m'a enveloppé. Mes mains tremblaient si fort que je n'ai pas pu mettre la clé dans le contact pendant 10 bonnes secondes. Il était temps qu'elle contribue. Les mots résonnaient dans ma tête, rebondissant sur les murs de mon crâne.
Contribue. J'avais payé les impôts fonciers. J'avais payé l'assurance. J'avais payé pour le nouveau toit l'année dernière lorsqu'Arthur avait affirmé qu'il manquait d'argent à cause d'un investissement qui avait mal tourné. J'avais acheté les provisions pour ce barbecue précis. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état de choc. Le trajet a duré 40 minutes, mais je ne me souviens de rien de tout cela. Je me souviens m'être garé dans mon complexe d'appartements, un endroit propre, calme et modeste qui coûtait la moitié de ce qu'était le paiement du prêt immobilier de mes parents. Je suis entré, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis assise sur mon canapé dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré. C'était un message texte de Brenda. Où es-tu allé? L'impolitesse n'est pas attirante, ami. Tout le monde demande pourquoi tu es parti. Papa s'attend à ce que tu viennes demain soir pour mettre en place les virements bancaires. Ne sois pas difficile. C'est pour ton frère. J'ai fixé l'écran. Ne sois pas difficile. C'était la devise familiale pour moi. Ami est la forte. Ami peut gérer. Ami n'a pas besoin d'aide. Ami, règle ce problème. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table basse. La migraine se retirait, remplacée par une clarté froide et dure. C'était une sensation que je connaissais bien par mon travail. C'était le sentiment que j'éprouvais lorsque je trouvais une divergence dans une recherche de titre, un défaut fatal dans un contrat que tous les autres avaient manqué. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils pensaient qu'en l'annonçant publiquement, ils avaient utilisé la pression sociale pour forcer ma décision. Ils pariaient sur mon désir d'éviter une scène. Ils pariaient sur mon passé de paillasson. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au placard de ma chambre. J'ai poussé les vêtements suspendus et je me suis agenouillé devant le petit coffre-fort ignifuge boulonné au sol. J'ai fait tourner le cadran. Droite, gauche, droite. La serrure a cliqué, un son fort dans l'appartement silencieux. J'ai ouvert la lourde porte et j'ai cherché au fond, sortant une enveloppe étiquetée Parents 124 rue Hawk. Je me suis assise sur le sol et j'ai ouvert le fermoir. J'ai fait glisser les documents. En haut de la pile, l'accord d'achat original d'il y a 5 ans. Mon nom figurait sur le prêt. Mon nom figurait sur le titre de propriété. En dessous, un accord de viager que j'avais rédigé moi-même, leur permettant d'y vivre tant qu'il couvrait les intérêts du prêt immobilier et les services publics. Et en dessous, le document qu'ils avaient clairement oublié, la sécurité infaillible. C'était un acte de renonciation signé par Arthur et Brenda il y a 5 ans, notarié et pleinement exécuté. À l'époque, je leur avais dit que c'était une procédure standard pour la protection de la responsabilité, puisque c'était moi qui prenais le risque du prêt alors qu'ils avaient un mauvais crédit. Ils l'avaient signé sans le lire, trop occupés à célébrer le fait que je les avais sauvés de la saisie de leur précédente maison. L'acte transférait tous les droits, titres et intérêts de la propriété du 124 rue Hawk 2 à moi. Il n'était pas daté. Aux yeux de la loi, un acte non daté, signé et notarié est une arme chargée. Tout ce dont il a besoin est une date et un tampon du greffier du comté pour être tiré. Il voulait que je gère le prêt immobilier. Il voulait que je contribue. J'ai regardé la signature sur la dernière ligne. Arthur Miller, Brenda Miller. J'ai attrapé un stylo sur ma table de nuit. Ma main ne tremblait plus. D'accord, ai-je murmuré à la pièce vide. Je vais gérer cela. Pour comprendre pourquoi je détenais cet acte et pourquoi je ne l'avais pas encore déposé, vous devez comprendre l'histoire de la maison de la rue Hawk. Il y a 5 ans, Arthur et Brenda avaient réussi à jouer et perdre leurs économies de retraite dans un système de marketing multiniveau garanti impliquant des huiles essentielles. Ils ont perdu leur maison précédente. Ils faisaient face à la faillite. Kyle, naturellement, était à l'université, un diplôme qu'il n'a jamais terminé, et était complètement isolé de la crise. J'avais 27 ans, commençant tout juste à avoir une véritable traction dans ma carrière. J'ai liquidé mon fonds de pension. J'ai vidé mes économies. J'ai utilisé ma note de crédit immaculée pour acheter la maison de la rue Hawk parce qu'aucune banque ne voulait toucher mes parents. Nous paierons le prêt immobilier, ami, avait promis mon père, les larmes aux yeux. Nous avons juste besoin d'un toit. Tu nous sauves la vie. C'est ta maison. Nous ne sommes que des gardiens. Je les ai crus. J'ai rédigé l'accord de viager pour leur donner une dignité afin qu'ils puissent dire à leurs amis qu'ils en étaient propriétaires.
Je les ai laissés jouer à la maison. Je les ai laissés faire semblant. Au fil des ans, le récit a changé. C'est passé de la maison d'Amy dans laquelle nous vivons à notre maison avec laquelle Amy a aidé, pour finalement devenir juste notre maison. Je suis restée silencieuse. Je leur ai laissé leur fierté. J'ai payé les impôts discrètement. J'ai réparé la chaudière quand elle est tombée en panne. J'ai conduit Kyle à ses entretiens. J'ai édité ses curriculum vie. J'étais le filet de sécurité qu'il ne voyait même plus parce qu'il marchait dessus depuis si longtemps. Et puis est arrivée Sophie. Sophie est entrée en scène il y a 18 mois. Elle a rencontré Kyle dans une discothèque. Elle était consultante en style de vie, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'elle publiait des photos de brunch sur un réseau social et essayait d'obtenir des marques qu'elle lui envoie des vêtements gratuits. Dès l'instant où elle a rencontré mes parents, elle les a enroulés autour de son doigt manucuré. Elle était la fille qu'il voulait, glamour, bruyante, nécessiteuse. Elle a flatté l'ego d'Arthur, le qualifiant de génie des affaires. Elle est allée faire du shopping avec Brenda, mettant des centaines d'euros de vêtements sur des cartes de crédit qui, comme je l'ai découvert plus tard, étaient à mon nom en tant qu'utilisateur autorisé, des cartes que j'avais depuis confisquées. Sophie m'a vu immédiatement comme une menace. J'étais celle qui posait des questions. J'étais celle qui disait non. Je me souviens de la première fois où le masque a glissé. C'était à Noël il y a 6 mois. Nous étions dans la cuisine. Tu sais, Amy, avait dit Sophie, s'appuyant contre le comptoir pendant que je faisais la vaisselle. C'est bizarre que tu sois célibataire. Généralement, les femmes qui se concentrent sur leur carrière essaient de compenser quelque chose. Je ne compense pas, Sophie. Je construis un avenir. Elle a ri, un son cristallin et condescendant. Un avenir seul? À quoi sert l'argent si tu n'as personne avec qui le dépenser? Kyle dit que tu es juste radine. Que tu es assise sur un tas de billets comme un dragon. Kyle le dit, nous le disons tous. Elle a souri doucement. Mais ne t'inquiète pas. Une fois que Kyle et moi serons mariés, nous allons changer l'énergie de cette famille. Nous allons vraiment vivre. Je n'avais pas réalisé alors que vivre signifiait cannibaliser mes finances. L'antagoniste n'était pas seulement le sentiment de droit de mes parents. C'était Sophie. Elle était le catalyseur. Elle était celle qui leur murmurait à l'oreille qu'ils méritaient plus, que je leur cachais des choses, que la maison était un atout qu'ils pouvaient presser. Elle avait clairement fait le calcul. Elle savait que si je payais le prêt immobilier, cela libérerait exactement 2100 € par mois pour mes parents. Sur un an, cela faisait 25 000 €. Assez pour un acompte de lieu de réception, assez pour une robe sur mesure, assez pour une lune de miel à Positano. Elle avait orchestré cette embuscade du barbecue. Je pouvais le voir maintenant. Le moment choisi, l'annonce publique, les applaudissements. C'était une frappe stratégique conçue pour me faire honte et me soumettre. J'ai regardé l'acte sur mes genoux. Il pensait que j'étais une assistante juridique. Il pensait que je manipulais des papiers. Il ne réalisait pas que mon travail entier consistait à lire les petits caractères qui détruisent les gens qui pensent être plus intelligents que la loi. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon calendrier. Demain c'était lundi. J'avais une réunion à 9 h avec un client, mais le bureau du greffier du comté ouvrait à 8 h. Je serais la première personne dans la file. Le bureau du greffier du comté sentait le café rassis et le vieux papier, une odeur qui pour moi sentait le pouvoir absolu. Je me tenais au guichet de réception à 8h02. La greffière, une femme nommée Beverly, avec qui j'avais travaillé sur des dizaines de clôtures au fil des ans, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Elle tenait l'acte de renonciation dans sa main, inspectant le sceau du notaire. « Bonjour, Amy, a-t-elle dit, sa voix éraillée. Affaire personnelle aujourd'hui. On pourrait dire cela, ai-je répondu, mes mains croisées sur le comptoir pour cacher le léger tremblement de mes doigts. Ce n'était pas de la peur. C'était l'adrénaline de traverser un pont puis d'y mettre le feu immédiatement. Tout semble en ordre. Arthur et Brenda Miller à Amy Miller. Contrepartie de 10 €. Les signatures sont bonnes. Elle a ramassé le lourd tampon encreur automatique. Boum. Le son était plus fort qu'un coup de feu dans la pièce calme. Enregistré, a dit Beverly, faisant glisser le document sur le comptoir vers le numériseur. C'est officiel.
Vous voulez une copie certifiée? J'en prendrai 3, ai-je dit. À 9 heures, j'étais à mon bureau au cabinet. La migraine avait disparu, remplacée par une clarté extrêmement concentrée. Je me suis connecté à mon ordinateur et j'ai ouvert un nouveau fichier, l'étiquetant expulsion personnelle 124 OC. Mais avant de rédiger l'avis de quitter les lieux, j'avais besoin de connaître toute l'étendue du champ de bataille. S'ils étaient assez audacieux pour exiger que je paie leur prêt immobilier devant un public, à quoi d'autre estimaient-ils avoir droit? Je me suis connecté au service de surveillance de crédit que j'utilisais pour mes propres comptes. J'avais des cartes d'utilisateurs autorisées pour mes parents strictement pour les urgences, une configuration établie il y a des années lorsque leur crédit était à un seul chiffre. En général, je payais simplement les minimums et j'ignorais les relevés, absorbant le coût comme le loyer pour être leur fille. J'ai cliqué sur l'historique des transactions de la carte se terminant par 4098. Mon souffle s'est coupé. La grange nuptiale, 4200 €. Acompte du service de limousine Prestige 800 €. Linge de maison de luxe et autres 1500 €. Les dates dataient toutes de la semaine dernière, la semaine précédant le barbecue. Pendant que je passais des nuits blanches à conclure des fusions d'entreprises, Sophie et ma mère avaient fait une virée shopping, finançant les fiançailles sur une carte qui était légalement la mienne. J'ai ressenti une brûlure froide dans ma poitrine. Ils ne me demandaient pas seulement de reprendre le prêt immobilier. Ils avaient déjà commencé à siphonner ma limite de crédit pour payer les accessoires de mariage. Puis j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Sous l'onglet des demandes de renseignements, il y avait une enquête approfondie de la banque Saint-Rust datée de ce matin. 8h15. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro du service des prêts de la banque. J'ai navigué dans le système automatisé avec la vitesse habituelle de quelqu'un qui faisait cela 10 fois par jour. Service des prêts, c'est Marc. Bonjour Marc, c'est Amy Miller. Je vois une demande d'enquête approfondie sur l'adresse de ma propriété, au 124 rue Oak, et je ne l'ai pas autorisée. Il y a eu le cliquetis d'un clavier. Un instant. Ah, oui. Nous avons une demande ici pour une ligne de crédit sur la valeur acquise du domicile, 50 000 €. Le demandeur est Arthur Miller. Arthur Miller n'est pas propriétaire du bien, ai-je dit, la voix froide. Eh bien, en regardant le dossier ici, il s'est inscrit comme propriétaire occupant. Nous étions sur le point de commander l'évaluation. Annulez-la, ai-je dit. Depuis 8h02 ce matin, un nouvel acte a été enregistré transférant la pleine propriété à moi. Toute demande d'Arthur Miller est frauduleuse. Et Marc, si vous poursuivez ce prêt, je poursuivrai la banque pour négligence avant que l'encre ne soit sèche. Oula. D'accord, mademoiselle Miller. Je vois l'alerte de titre apparaître maintenant dans le système. J'annule la demande immédiatement. Voulez-vous signaler cela comme une fraude? Pas encore, ai-je dit. Je m'occuperai du demandeur moi-même. J'ai raccroché. Je me suis reculé dans ma chaise, fixant le paysage urbain par ma fenêtre. Arthur avait essayé de contracter un prêt de 50 000 € contre la valeur que j'avais accumulée dans la maison, probablement pour payer la compte du lieu de réception dont Sophie se vantait. Si je n'avais pas déposé cet acte ce matin, si j'avais fait la grasse matinée ou hésité, il aurait pu le faire passer avant que la recherche de titre ne le rattrape. Il allait vider la maison de sa valeur et me laisser avec la dette. La trahison était totale. Ce n'était pas seulement de l'abus financier. C'était de la prédation financière. J'ai ouvert mon logiciel de rédaction. Je n'ai pas tapé une lettre. J'ai tapé un avis juridique. Avis de quitter les lieux et résiliation de la location à volonté. J'ai tapé les noms. Arthur Miller, Brenda Miller, Kyle Miller, Sophie Jenkins. Je l'ai imprimé sur le lourd papier à en-tête du cabinet. Cela avait l'air officiel. Cela avait l'air mortel. Mon téléphone a vibré. C'était un message texte de Kyle. Salut Frangine, maman dit, n'oublie pas de venir à 18h pour le dîner. Apporte le chéquier. Sophie a fait des lasagnes. J'ai regardé le message texte. Des lasagnes? Le prix de ma servitude était des pâtes et du fromage. J'ai répondu, j'y serai. L'allée du 124 rue Oak était pleine. Le véhicule utilitaire sport de Kyle, le cabriolet de Sophie, les voitures de mes parents. La maison était éclatante de lumière. Depuis le trottoir,
elle ressemblait à un foyer heureux. J'ai remonté l'allée, serrant un porte-documents en cuir. Je n'apportais pas de salade de pommes de terre cette fois. J'ai ouvert la porte d'entrée sans frapper. J'avais toujours ma clé après tout. Amy est dans la salle à manger, a crié ma mère. Je suis entré. La table était dressée avec la belle porcelaine. Il y avait du vin qui s'aérait dans une carafe. Sophie était assise en bout de table, la place habituelle de mon père, ayant l'air de tenir sa cour. Kyle versait du vin. Arthur et Brenda étaient assis sur les côtés, l'air impatients. « Tu es en retard, a dit Sophie, regardant sa montre. Nous étions sur le point de commencer sans toi. J'avais des courses à faire, ai-je dit, en restant debout. Eh bien, assieds-toi, a dit Arthur, désignant la chaise vide à l'autre bout de la table. La place de la table des enfants. Nous avons installé l'ordinateur portable, pour que tu puisses nous montrer comment fonctionne le transfert. Sophie a trouvé un lieu de réception en Toscane qui nécessite un acompte d'ici vendredi, nous devons donc retirer ce prêt immobilier de nos comptes dès que possible. J'ai posé le porte-documents en cuir sur la table. Le bruit du cuir lourd frappant le bois a fait faire une pause à tout le monde. Il n'y aura pas de transfert, ai-je dit calmement. Sophie a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, allons-nous faire ça, Amy? Ne sois pas dramatique. Nous étions tous d'accord au barbecue. Vous l'avez annoncé au barbecue, ai-je corrigé. Je n'ai jamais été d'accord. Cela n'est pas sujet à débat, Amy, a lâché ma mère, le visage rougissant. Nous sommes tes parents. Nous avons besoin de cette aide pour donner un bon départ à ton frère. Tu peux te le permettre. Arrête d'être égoïste. Je ne suis pas égoïste, maman. Je suis la propriétaire. J'ai ouvert le porte-documents. J'ai sorti les 3 copies certifiées de l'acte de renonciation et j'en ai glissé une à Arthur, une à Brenda, et une à Sophie. Qu'est-ce que c'est? Arthur a plissé les yeux, ramassant le papier. Cela, ai-je dit, est l'acte de renonciation que vous avez signé il y a 5 ans. Je l'ai déposé ce matin. Depuis 8h02 aujourd'hui, je suis la seule propriétaire légale de ce bien. Il n'y a pas de prêt immobilier à transférer parce que vous ne possédez plus la maison. Je la possède. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le visage d'Arthur a pris une violente teinte violette. Tu as déposé ça. C'était pour l'assurance. Tu avais dit que c'était juste au cas où nous mourions. J'avais dit que c'était pour la protection de la responsabilité, ai-je dit d'une voix douce. Et en ce moment, vous êtes une responsabilité. J'ai découvert pour la demande de ligne de crédit, papa. Tu as essayé d'emprunter 50 000 € sur ma maison ce matin. Sophie s'est levée si vite que sa chaise a grincé contre le sol. Un choc? De quoi parles-tu? Arthur a dit qu'il avait l'argent liquide pour la compte. Il n'a pas d'argent liquide, Sophie, ai-je dit, tournant mon regard vers elle. Il a des dettes de carte de crédit et une fille qu'il traite comme un distributeur automatique de billets. Mais le distributeur est en panne. Tu as volé notre maison, a hurlé Brenda, claquant sa main sur la table. Arthur, fais quelque chose. Elle l'a volé. Je n'ai rien volé, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour couper à travers son hystérie. Je l'ai acheté. J'ai payé l'apport. J'ai payé les impôts. Et maintenant, j'ai sécurisé le titre de propriété. J'ai de nouveau plongé la main dans le porte-documents et j'ai sorti la pile d'avis de quitter les lieux. Puisque vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire, ai-je expliqué, faisant glisser les papiers sur la table. Locataire à volonté. Et en tant que votre propriétaire, je mets fin à votre location. Kyle a ri. C'était un son nerveux, d'incrédulité. Amy, allez. Tu mets maman et papa à la porte. Tu plaisantes. Je vous donne 30 jours, ai-je dit. C'est plus que ce que la loi exige pour un locataire qui ne paie pas. Vous avez jusqu'au 5 du mois prochain pour quitter les lieux. Si vous n'êtes pas parti, je déposerai une demande d'expulsion formelle le 6. Cela sera inscrit dans votre dossier public, ce qui rendra la location d'un appartement très difficile. Arthur s'est levé, secouant l'acte dans sa main. Espèce de petite sorcière ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé, nous t'avons nourri, et je t'ai acheté une maison. Je vous ai sauvé de la faillite, ai-je crié en retour,
laissant enfin la colère fissurer le vernis professionnel. Et comment m'avez-vous remboursé? Vous avez essayé de m'accabler de vos dettes pour pouvoir lui organiser une fête. J'ai pointé du doigt Kyle. C'est illégal, a crié Sophie. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. Nous sommes une famille. Tu n'es pas de la famille, Sophie, ai-je dit froidement. Tu es une invitée, et ton invitation a été révoquée. Je me suis retourné pour partir. Si tu franchis cette porte, a menacé mon père, sa voix tremblante de rage. Tu es morte pour nous. Tu m'entends? Morte. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Je les ai regardés en arrière. Arthur, violet de rage. Brenda, pleurant théâtralement dans sa serviette. Kyle, l'air terrifié, et Sophie, fixant la vie d'expulsion comme si c'était une bombe. Je suis morte pour vous depuis des années, ai-je dit. Je n'étais qu'un fantôme qui payait les factures. Maintenant, je suis la propriétaire. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, entendant le loquet cliquer. C'était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je m'attendais à ce qu'ils fassent leurs valises. Je m'attendais à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient battus. J'avais sous-estimé leur capacité d'illusion. Le lendemain matin, mon téléphone explosait. Pas de leur part. J'avais bloqué leur numéro la nuit précédente, mais de la part de tante, oncle, et cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ami, comment as-tu pu faire cela à tes parents? Les jeter à la rue. N'as-tu pas d'âme? Ta mère est malade d'inquiétude. Règle ce problème. Sophie était allée travailler. J'ai ouvert un réseau social pendant ma pause déjeuner. Il y avait une vidéo publiée sur son journal avec la légende « Quand la famille s'avère être des serpents toxiques ». Serpents, brisés, sans abri pour le mariage, belle-sœur maléfique. Dans la vidéo, Sophie pleurait de vraies larmes, ce qui, je devais l'admettre, était un jeu d'acteur impressionnant, parlant de la façon dont la sœur jalouse de son fiancé avait utilisé une faille juridique pour voler la maison de retraite de ses beaux-parents juste parce qu'elle était amère de ne pas être mariée. Elle n'a pas mentionné le prêt immobilier, la ligne de crédit, ou le fait que j'avais acheté la maison. Elle a tissé l'histoire d'une vieille fille cherchant à se venger du véritable amour. Les commentaires étaient vicieux. Les gens menaçaient de découvrir où je travaillais. J'ai pris des captures d'écran de tout. Diffamation, ai-je noté mentalement. Harcèlement. Mais la véritable escalade est survenue à 14 heures. Ma ligne de bureau a sonné. C'était la réceptionniste. Ami, il y a un homme sur la ligne 1. Il dit être l'avocat de votre père. J'ai haussé un sourcil. Mon père ne pouvait pas se payer un avocat. C'est Amy Miller. Mademoiselle Miller. C'est Grégorine. Je représente Arthur et Brenda Miller. Je vous appelle concernant le transfert d'actes frauduleux que vous avez exécuté hier. Il n'était pas frauduleux, monsieur In. C'était un acte de renonciation parfait conformément à un accord valide. Il bluffait. Je connaissais la loi. La contrainte avait un délai de prescription, et ils avaient vécu là sans payer de loyer pendant 5 ans, ce qui constituait une acceptation de l'arrangement. Mais un procès bloquerait la propriété pendant des mois, me coûtant des milliers en frais de justice. C'était une tactique de la terre brûlée. Dites-moi, monsieur In, ai-je dit, en me penchant en arrière. Arthur a-t-il mentionné la demande de ligne de crédit qu'il a falsifiée hier matin? Celle où il prétendait être le propriétaire après que le titre ait été transféré, parce que c'est une fraude bancaire. Une fraude bancaire fédérale. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Je n'étais pas au courant d'une demande de prêt. J'ai l'enregistrement horodaté de la banque. Si vous intentez un procès, je porterai plainte pour fraude et je transmettrai la demande de prêt au procureur de la République. Arthur ne perdra pas seulement la maison. Il ira en prison. Un autre silence. Je vois. Je vais m'entretenir avec mon client. Il a raccroché. Je savais que j'avais arrêté l'assaut juridique, mais je devais y mettre fin complètement. Je devais couper les lignes d'approvisionnement. J'ai appelé la société de carte de crédit pour la carte d'urgence. Je dois signaler des frais non autorisés, ai-je dit aux spécialistes des fraudes. La carte se terminant par 4098. Les frais à la grange nuptiale,
limousine prestige, et linge de maison de luxe, ceux-ci n'ont pas été effectués par moi. Je vous en prie, ai-je dit. La beauté d'une rétrofacturation est qu'elle frappe le commerçant immédiatement. L'argent est retiré de son compte. 2 heures plus tard, mon courrier électronique a sonné. C'était une notification de la grange nuptiale. Puisque mon courrier électronique était lié à la carte, j'ai reçu l'alerte automatisée. Paiement annulé. Litige pour fonds insuffisants. J'ai souri, mais je n'avais pas terminé. Je suis allé sur le site web de la compagnie d'électricité. La facture d'électricité était à mon nom. Je l'avais payée pendant 5 ans. J'ai cliqué sur programmer la déconnexion du service. Date, 30 jours à partir d'aujourd'hui. Je n'allais pas leur couper la lumière illégalement. Je suivrai le calendrier d'expulsion à la lettre, mais je voulais qu'ils reçoivent la notification. Je voulais que la lettre arrive par la poste disant « Le service à cette adresse doit être interrompu ». Puis la dernière pièce du puzzle est tombée sur mes genoux. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Est-ce bien Amy Miller ?» a demandé une voix de femme. Elle avait l'air stressée. « Oui. »« Bonjour, c'est Sarah de Vœux et Vues, le lieu de réception de mariage en Toscane. Nous essayons de traiter la deuxième moitié de la compte pour le mariage Miller-Jenkins, mais la carte au dossier a été refusée. Sophie nous a donné votre numéro comme contact de secours et a dit que vous gériez les finances. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Sophie vous a donné mon numéro. J'ai fermé les yeux. Ils avaient falsifié ma signature, ou du moins déformé mon consentement à un contrat international contraignant. Sarah, ai-je dit, la voix tremblante d'une rage réprimée. Oh mon Dieu, a haleté Sarah. Je suis tellement désolé. Je vais l'annuler tout de suite. Nous avons de toute façon une politique stricte contre les paiements par des tiers sans autorisation écrite. Bien. Et Sarah, vous voudrez peut-être faire savoir à Sophie que sa banquière de famille a fermé la succursale. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Les cartes de crédit étaient mortes. Le lieu de réception était annulé. Le prêt était bloqué. L'expulsion était déposée. Ils avaient essayé de me saigner à blanc. Maintenant, ils allaient découvrir à quel point il fait froid quand le flux s'arrête. Je savais que l'embuscade approchait. Le silence de mes parents avait été trop bruyant. Le manque de messages vocaux hurlant trop suspect. 3 jours après l'annulation du lieu de réception, j'ai reçu un message texte de ma tante Clara. Clara était la matriarche de la famille élargie, une femme qui maniait la culpabilité comme une épée de samouraï. Ami, dîner du dimanche, ma maison, 17h. Pas d'excuses. Nous devons résoudre ce malentendu avant qu'il ne déchire la famille. Ce n'était pas une invitation. C'était une assignation à comparaître. Je suis arrivé à la maison victorienne de tante Clara à 17h05. Je voulais qu'il soit assis avant mon entrée. Je voulais que le public soit rassemblé. Je portais mon lourd porte-documents en cuir, le même que j'avais utilisé pour remettre les avis d'expulsion, mais cette fois il était plus épais. Il contenait la phase de découverte de mon enquête personnelle, l'affidavit de fraude bancaire, les avis de rétrofacturation de cartes de crédit, le courrier électronique du lieu toscan confirmant la signature falsifiée. Et une impression de la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux de Sophie. Je suis entré dans le salon. Il était bondé. Mes parents étaient là, l'air hagard et tragique sur le canapé à fleurs. Sophie était perchée sur la coudoir à côté de Kyle, serrant un mouchoir, les yeux rougis, mais curieusement dépourvus de véritables gonflements. Tante Clara était assise dans son fauteuil à haut dossier, flanquée de l'oncle Bob et de 2 de mes cousins. L'atmosphère était étouffante et chaude, sentant le pot pourri et le jugement. Elle est là, a reniflé Sophie, enfouissant son visage dans l'épaule de Kyle. Kyle m'a foudroyé du regard, mais il y avait de la peur derrière ses yeux. Il ressemblait à un homme qui réalisait lentement qu'il se tenait sur une trappe. « Assieds-toi, ami, a ordonné tante Clara, désignant une chaise en bois dur au centre de la pièce. La chaise de l'accusé. Je vais rester debout, merci, ai-je dit, serrant le porte-document contre ma poitrine. Ami, a commencé l'oncle Bob, sa voix étant un grondement sourd. Ton père nous a tout raconté. Il nous a raconté comment tu les as piégés pour qu'ils te cèdent leur maison. Comment tu les jettes à la rue parce que tu es jalouse du bonheur de ton frère. C'est honteux. Piégé, ai-je répété,
regardant Arthur. Il a refusé de croiser mon regard. C'est ce que tu as dit, papa? Que je t'ai piégé? Tu nous as manipulés, a explosé Arthur, trouvant son courage dans la foule. Tu savais que nous n'avions pas lu ces papiers. Tu as volé nos capitaux propres. Et maintenant, a gémi Sophie. Tante Clara s'est levée, le visage tendu de désapprobation. Ami, cela se termine maintenant. Tu vas rendre cet acte à tes parents. Tu vas rétablir les cartes de crédit et tu vas t'excuser auprès de Sophie. Nous sommes une famille et nous ne nous détruisons pas. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai vu les hochements de tête de mes cousins. J'ai vu le triomphe suffisant sur le visage de Sophie. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que la pression de la tribu me briserait. Je me suis approché de la table basse, poussant de côté un plateau de biscuits rassis. Je suis d'accord, ai-je dit doucement. Nous ne devrions pas nous détruire, c'est pourquoi vous devez tous voir cela. J'ai ouvert le porte-document. Pièce A, ai-je annoncé, ma voix stable et projetant au fond de la pièce. J'ai déposé le rapport de fraude bancaire. Ceci est une demande de prêt soumise par Arthur Miller à la banque Saint-Rust à 8h15 lundi matin. Dans cette demande, il a affirmé être le seul propriétaire du 124 rue Hawk. Il a tenté d'emprunter 50 000 € sur la maison. Et alors, s'est moqué l'oncle Bob. C'est sa maison. Non, Bob, ai-je dit, me tournant vers lui. Ce n'est plus sa maison depuis 5 ans. Je l'ai achetée quand ils ont fait faillite. J'ai payé chaque avis d'imposition, chaque prime d'assurance, et chaque facture de réparation. Mais voici le clou. Arthur a soumis cette demande après que j'ai déjà enregistré l'acte transférant le titre de propriété. C'est une fraude bancaire fédérale. C'est un crime passible d'une peine allant jusqu'à 30 ans de prison. La pièce est devenue silencieuse. Arthur a pâli. Pièce B, ai-je continué en posant les relevés de carte de crédit. La carte d'urgence familiale, celle que je paie. Sophie et Brenda ont facturé 6 000 € en une semaine. Pas pour des urgences, pour une robe de mariée, pour des limousines. Nous allions te rembourser, a crié Brenda. Avec quel argent? Ai-je demandé. L'argent du prêt que vous alliez contracter sur ma maison. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai sorti le courrier électronique de Sarah chez Vœux et Vu et enfin, pièce C, le lieu de réception de mariage en Toscane. J'ai regardé directement Sophie. Sophie m'a inscrite comme garante financière. Elle a falsifié ma signature numérique sur le contrat. C'est une usurpation d'identité. C'est une fraude électronique internationale. Sophie s'est levée, les mains tremblantes. Je ne l'ai pas falsifié. Tu as dit que tu aiderais. Je n'ai jamais dit que je paierais pour un château en Italie, Sophie, ai-je lancé sèchement. J'ai enregistré notre conversation au barbecue. Voudrais-tu que je la passe? C'était un coup de bluff. Je ne l'avais pas enregistré, mais Sophie ne le savait pas. Elle s'est figée. Je me suis retourné vers tante Clara. Tu veux que je signe pour rendre la maison? Si je fais cela, la banque la saisira d'ici un mois parce que papa n'a aucun revenu pour payer le prêt immobilier. Tu veux que je m'excuse? Je suis la seule raison pour laquelle ils ne sont pas dans un refuge pour sans-abri en ce moment. J'ai regardé Kyle. Il fixait les documents sur la table. Il a ramassé le courrier électronique concernant la signature falsifiée. Il l'a lu, ses lèvres bougeant légèrement. Tu as signé le nom d'ami, a murmuré Kyle, levant les yeux vers Sophie. Je devais le faire, a hurlé Sophie, son masque glissant finalement complètement. Tes parents sont fauchés, Kyle. Ils n'ont rien. Ils m'ont promis un mariage. Ils m'ont promis une maison. Et elle m'a pointé d'un doigt tremblant. Elle accumule tout. Elle a un bon travail. Elle a des économies. Elle n'a pas besoin de cet argent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas à toi, ai-je dit froidement. Cela devrait être à nous, a crié Sophie, son visage se tordant en quelque chose de laid et méconnaissable. Tu es un perdant, Kyle. Tu m'avais dit que ta famille avait de l'argent. Tu m'avais dit que ta sœur nous couvrirait. Si elle nous coupe les vivres, qu'est-ce que tu as? Rien. Tu es un perdant fauché et sans emploi qui vit dans le sous-sol de ses parents. Le silence qui a suivi était absolu. Kyle avait l'air d'avoir été giflé. Il a regardé Sophie, la femme qu'il avait défendue,
la femme qu'il idolâtrait, et l'a vue pour la première fois. Il a vu la cupidité. Il a vu le mépris. Sophie, a dit Kyle, sa voix craquant. Nous allons nous marier. Plus maintenant, a craché Sophie. Elle a attrapé son sac à main. Je ne me marie pas dans une famille indigente. Je ne vais pas vivre dans un appartement. J'en ai terminé. Elle est sortie de la maison en trombe. La porte d'entrée a claqué, secouant les cadres sur les murs. Arthur et Brenda étaient assis sur le canapé, l'air petit et vaincu. Le récit de l'enfant chéri avait volé en éclats. Leur mode de vie de riche avait été exposé comme une imposture financée par leur fille. Tante Clara a regardé les documents sur la table, puis Arthur. Elle s'est levée, a lissé sa jupe, et m'a regardé. Ami, a-t-elle dit, sa voix perdant son tranchant impérieux habituel. Voudrais-tu du thé? Non, merci, tante Clara, ai-je dit en fermant mon porte-document. J'ai une inspection de déménagement à programmer. Les 30 jours se sont écoulés dans un flou de logistique et de silence. Arthur et Brenda n'ont pas combattu l'expulsion. La menace des accusations de fraude suspendues au-dessus de la tête d'Arthur a suffi à garantir leur docilité. Ils ont trouvé une petite location de 2 chambres dans une ville voisine. Un déclassement significatif par rapport à la maison coloniale de 4 chambres de la rue Hawk, mais quelque chose qu'ils pouvaient réellement se permettre avec leur chèque de sécurité sociale. Le jour où ils ont déménagé, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé. Il n'y avait pas de déménageurs, juste Arthur, Brenda, et un Kyle très silencieux chargeant des boîtes dans un camion de location. Quand ils ont eu terminé, Arthur s'est approché de moi pour me remettre les clés. Il avait l'air plus vieux. La bravade avait disparu. « Tu es heureuse maintenant ?» a-t-il demandé, la voix rauque. « Tu as gagné. » Ce n'était pas une compétition, papa, ai-je dit en prenant les clés. C'était une limite. Je ne voulais pas gagner. Je voulais juste arrêter de perdre. Il n'a pas su quoi répondre à cela. Il a juste secoué la tête, est monté dans le camion et est parti. Il n'a pas dit au revoir. Je suis entré dans la maison. Elle était vide. Les murs étaient terraflés là où ils avaient traîné des meubles. Le tapis était taché. Elle sentait les souvenirs rassis, mais pour la première fois en 5 ans, l'air m'a paru léger. Elle me semblait être la mienne. J'ai passé la semaine suivante à nettoyer. J'ai peint les murs en un blanc vif et propre. J'ai arraché la vieille moquette et remis à neuf les parquets en dessous. Je me préparais à la vendre. Je ne voulais pas y vivre. Je ne voulais pas des fantômes. Je voulais le capital pour acheter un endroit qui n'avait ni histoire, ni bagage. Un après-midi, alors que je ponçais la rampe, on a sonné à la porte. J'ai essuyé mes mains sur ma salopette et j'ai ouvert la porte. C'était Kyle. Il avait l'air différent. Il ne portait pas son uniforme d'entrepreneur habituel de vêtements de loisirs de marque. Il portait un jean et un t-shirt taché de peinture. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient clairs. « Salut » a-t-il dit, debout sur le porche. « Salut » ai-je dit, gardant l'entrée. J'ai vu la benne à ordures dehors. J'ai supposé que tu la retapais. C'est le cas. Il a déplacé son poids. Je reste chez un ami. J'ai un travail, en fait. Travail en entrepôt. C'est dur, mais ça paie. J'ai hoché la tête. C'est bien, Kyle. Le travail honnête est une bonne chose. Écoute, ami, a-t-il commencé en regardant ses bottes. Je voulais venir ici, et je ne sais pas la façon dont Sophie m'a parlé chez tante Clara, les choses qu'elle a dites. Elle t'a montré qui elle était, Kyle. Oui, mais elle m'a aussi montré qui j'étais, a-t-il dit en levant les yeux vers moi. J'étais une sangsue, ami. J'ai laissé maman et papa me tirer d'affaire. Je t'ai laissé me tirer d'affaire. Je me suis assis là et j'ai applaudi quand ils ont dit que tu paierais le prêt immobilier. J'ai applaudi parce que je pensais. Je pensais que cela m'était dû parce que j'étais l'être spécial. Il a ri. Un son sec et amer. Je ne suis pas spécial. J'ai presque 30 ans et je n'ai rien à montrer pour cela, à part un mariage annulé et une montagne de dettes. Je me suis adouci juste d'une fraction. Tu es jeune, Kyle. Tu peux te reconstruire, mais tu dois le faire toi-même. Je sais, a-t-il dit.
Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout, pour la maison, pour ne pas t'avoir défendu. Tu étais la seule à soutenir le toit et nous avons essayé d'abattre les piliers. Il a plongé la main dans sa poche et a sorti une petite enveloppe froissée. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit en me l'attendant. Premier chèque de paie, c'est 200 €. Je sais que je te dois des milliers pour les achats sur carte de crédit que Sophie a fait, mais c'est un début. J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait plus lourde que le chèque à l'intérieur. Elle représentait la première fois que mon frère prenait la responsabilité de sa propre existence. Merci, Kyle, ai-je dit sincèrement. C'est un début. Vas-tu vendre l'endroit, a-t-il demandé, regardant au-delà de moi dans le couloir vide. Oui, je pense qu'il est temps de faire table rase pour nous tous. Il a hoché la tête. Eh bien, bonne chance pour la vente. Tu le mérites, ami. Tu le mérites vraiment. Il s'est retourné et a marché sur l'allée. Il marchait avec un peu plus de poids sur les épaules, mais il marchait plus droit. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte. J'ai marché jusqu'au centre du salon vide. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de ma banque. Le remboursement du lieu de réception du mariage avait été compensé. Les litiges liés aux cartes de crédit ont été résolus en ma faveur. La maison était entièrement à mon nom, libre de leurs dettes ou de leurs attentes. Je me suis assise sur le sol au milieu du rayon de soleil. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. J'avais perdu mes parents, bien qu'en vérité, je les ai perdus il y a longtemps. J'avais perdu l'illusion d'une famille heureuse. Mais j'avais trouvé ma voie. J'avais trouvé ma colonne vertébrale. Et surtout, j'avais trouvé ma liberté. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri. Le silence dans la maison n'était plus solitaire. Il était paisible.